la liberté. Parlons racisme. Oui, osons parler de couleur de peau, de rejet de l'autre, de préjugés, de discrimination, de privilèges et de toutes ces formes d'injustice. Osons parler même du racisme qu'il y a chez nous. Il faut soulever ces tabous, briser le silence et accepter d'affronter nos réalités, celles du racisme systémique. Bienvenue dans À voix haute, un balado en 10 épisodes signé La Liberté en collaboration avec Noir et Fier. Wilji Sagosa, directeur artistique du festival Noir et Fier et co-directeur de ce projet, est la voix de cet épisode. Épisode 2, l'éducation, partie 1. Cela va sans dire, l'école est fondamentale dans nos sociétés. Ce qu'on y apprend, ce qu'on vit, ce qu'on voit et entend dans cet espace forge les futures générations. Mais est-ce que justement ce qu'on apprend à l'école ne vient pas parfois alimenter le racisme systémique? Est-ce qu'on peut parler de tout à l'école? Comment l'école peut défaire les systèmes racistes? Dans cet épisode, nous parlons avec des professionnels du milieu enseignant pour le savoir, mais aussi avec une jeune étudiante winnipégoise, Axel. La jeune femme noire nous raconte ses années au secondaire dans une école de Saint-Boniface. J'ai vraiment adoré mes années au secondaire. J'ai vécu une très belle expérience. Je trouve que c'est un peu rare d'entendre les gens dire que leurs années au secondaire étaient super géniales, mais pour moi, en fait, c'était vraiment un moment qui m'a marquée jusqu'à maintenant. Surtout les dernières années au secondaire, je me suis sentie très valorisée, très acceptée. J'étais parmi des personnes qui étaient comme moi, dans le sens qui avaient des intérêts similaires. Aussi, il y avait une grande diversité dans mon école, une diversité culturelle. Et c'était comme différent pour moi, parce que quand j'étais au primaire, j'étais dans une école majoritairement blanche. Et être parmi des personnes qui me ressemblent, mais aussi avoir cette diversité de culture, ça m'a aussi apporté un sentiment d'appartenance. Je sentais qu'il y avait beaucoup de potentiel dans cette école et je voulais rapporter un peu comme cet esprit de se réunir les élèves et puis s'amuser et surtout mettre en avant la diversité parce que je trouve que c'est quelque chose de très particulier et très spécial de cette école-là. Passionné par la diversité culturelle, Axel a initié la semaine culturelle dans son école. Toute une semaine de célébration des cultures, dont un défilé culturel. Pour la jeune franco-manitobaine dont les parents sont originaires du Burundi et de la Côte d'Ivoire, c'est un vrai souvenir de fierté d'avoir pu célébrer les cultures francophones du monde entier au sein de son école. Je ne sais même pas comment décrire avec les mots, c'était comme une grande fête avec tout le monde ensemble. Et c'est ça vraiment qui, je crois, m'a surtout marquée parce qu'on était en train de célébrer des cultures différentes, oui, mais à la fin, on est parvenu à rassembler tout le monde. J'ai vraiment vu la fierté qu'avaient les élèves à l'école envers leur patrimoine, envers leur culture. Donc, c'était vraiment émouvant. Et je me suis vraiment sentie comme si j'avais accompli quelque chose et que j'avais marqué les gens alentour de moi. Et je me suis sentie particulièrement à ma place pendant cette semaine. Parce que même avoir apporté l'idée à la direction, à mes enseignants, ils étaient tout de suite comme partants. Pour moi, pour le défilé culturel, je pensais que ça allait juste être un petit truc avec des élèves qui se réunissent, mais ils avaient vraiment pris le truc au sérieux. Ils avaient contacté la division pour apporter de grosses lumières, une projection pour montrer les drapeaux et tout. Et c'était bien de se sentir valorisé, surtout en essayant de créer quelque chose de positif et de créer un impact.
Dans cette école secondaire, la grande diversité culturelle a donc été source de joie et de positivité, comme le décrit Axel. Mais ceci a aussi parfois été source de débat. Dans cette école, un événement en particulier s'est produit il y a quelques années, causant beaucoup de remous dans la communauté. Une professeure a prononcé le mot en haine en salle de classe. S'en est suivi une période assez compliquée dans l'environnement scolaire. Il y avait un incident désagréable, je dirais, au sein de l'école, où une enseignante avait dit le mot haine, mais c'était dans un contexte comme... C'était pas nécessaire au curriculum, ça n'avait rien à faire avec... on n'était pas dans un cours d'histoire, en fait. Et puis déjà, là, c'est une autre discussion, mais bref. Et puis, il y avait beaucoup de controverses. Et je trouve que l'école avait eu une certaine réputation parce que là, c'était vraiment partout dans les médias. Et afin de, je crois, garder sa bonne politique ou son image, on était venu dans une situation vraiment, dans une période, je dirais, de censure. Parce qu'après là, on était très limité avec certaines conversations qu'on pouvait avoir pour ne pas offenser les gens davantage ou pour garder son image. Et puis, j'ai trouvé ça un peu... J'ai pas trouvé que c'était la meilleure façon d'aborder la situation, surtout dans une école avec autant de diversité, autant de personnes noires. Et j'avais même un enseignant en particulier qui lui aussi, on avait souvent des conversations en classe au sujet du racisme, de certains concepts, même si ce n'était pas dans le curriculum, c'était, je crois, des conversations nécessaires et très... qui apportaient beaucoup, en fait. Et c'était toujours dans un cadre très respectueux. Mais même là, on était limité à ce qu'on pouvait dire. On n'avait pas le droit de parler de certaines choses. Et puis, en même temps, on allait dans les corridors et on voyait des affiches avec plein de mains de différentes couleurs de peau disant « Oh, on est une école antiraciste ». Et j'ai trouvé ça très... J'ai trouvé qu'ils étaient en train de se contredire, en fait. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut se dire une école antiraciste alors qu'on ne peut même pas, on n'est même pas en mesure d'aborder ces sujets et d'avoir ces conversations-là. Et je trouve que d'empêcher ces conversations, ça fait plutôt nuire et ça ne fait pas avancer cette situation, ça n'aide personne en fait. Barthélemy Bolivar, chercheur intellectuel et poète engagé dans les luttes contre les discriminations raciales, était à l'époque coordonnateur de la programmation à la DSFM lorsque l'incident du mot en haine est arrivé dans cette école secondaire. Il a alors, pour la DSFM, rédigé une réflexion philosophique et pédagogique autour de l'utilisation de ce mot qu'il a accepté de nous partager à voix haute dans cet épisode. Primo, et puis je vais dire comme fondamentalement, tout terme, je veux dire là, tout terme, pas thématique, tout terme, mot ou expression qui est dans un contexte ou un autre, puisse nuire à un élève en salle de classe, ne devrait pas être utilisé. Ça, c'est le principe général. Et voilà pourquoi, parce que je vais le dire comme j'ai fait une réflexion pédagogique autour du mot haine, réflexion philosophique et pédagogique, c'est que même si le mot feu ne brûle pas, c'est ce que Freud nous dit, par contre, pour quelqu'un qui a vécu un incendie dans sa vie, le mot feu peut brûler. Donc, c'est dire que les mots ont un poids, et pas seulement les avocats qui le disent au niveau légal ou administratif, mais au niveau émotionnel.
Et de la même façon qu'il y a une certaine violence physique, il y a une violence verbale et psychologique aussi. Et comment ça se fait? Ça se fait avec des mots. Donc, veut pas, les mots ne sont pas innocents. Et ils ne sont jamais neutres. Ils ont leur poids et dans certains contextes, ça peut être de la condescendance, ça peut être de l'humiliation, ça peut être de la négation de l'identité de l'autre et ça peut être aussi de l'arrogance. Et ou ça peut aussi perpétuer le discours colonial ou néocolonial. Donc, et je vais reprendre, maintenant replacer le mot haine dans son contexte. Il faut bien comprendre, en Amérique, par exemple, on a eu des incidents assez regrettables par rapport au mot haine à un certain moment de la durée. D'ailleurs, c'est le mot qu'on disait aux gens avant de les lyncher aux États-Unis. Donc, pour un noir américain, le mot haine doit être dur. Et l'entendant encore, des gens qui ressemblent, pas nécessairement des gens qui ont lynché ses parents, mais des gens qui ressemblent aux gens qui ont lynché leurs parents. Donc, il y a tout un contexte. Parce que les mots aussi, si on veut aller plus large, vont prendre leur sens dans les contextes où on les utilise. Et si on veut répéter le vieux adage, un mot enlevé de son contexte devient un prétexte. Donc, pour revenir à cela, comme c'est la salle de classe qui nous intéresse, partant du principe que tout qui peut choquer émotionnellement ou qui prédispose ou qui indispose un élève devrait être évité dans la plupart du temps. Est-ce que ça veut dire que les élèves ne devraient pas avoir connaissance de l'histoire de l'esclavage? Pas du tout. Mais il y a une grande différence, et je l'ai toujours dit, permets-moi un peu, je ne veux pas être creux ni vulgaire, mais je peux parler de la prostitution sans faire de la pornographie. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire en salle de classe? Je peux aborder un problème social sans être vulgaire, sans froisser les gens. Il y a une différence entre une thématique et un terme. Donc, je peux traiter n'importe quelle thématique en salle de classe sans utiliser des mots qui sont ou potentiellement offensants. Et c'est là la grande nuance. Ça ne veut pas dire que si je ne peux pas dire le mot en haine, je ne peux pas parler de l'histoire coloniale, de l'esclavage, etc., etc. Donc, l'école doit continuer sa mission d'éduquer, d'éclairer et d'ouvrir, de nourrir l'esprit critique dont on a bien tellement besoin aujourd'hui dans le monde où on vit, avec la désinformation et tout, avec la polarisation des débats. Mais en même temps, on peut traiter de thématiques sans utiliser certains termes qu'on juge péjoratifs, qui disqualifient certains groupes ou qui nient leur identité ou qui viennent comme un couteau remettre le couteau dans une plaie historiquement dure et qui persiste à quelque part. Maintenant, il y a le mot, il y a qui le dit, il y a le contexte. Et c'est ça tout le contexte. Et dans ce contexte-là, il faut voir, est-ce que ce mot est utilisé dans un livre de fiction ou dans un essai? Est-ce que c'est un essai historique où je parle exactement comment c'est nommé, ou si je parle, par exemple, d'un noir américain qui est léché et voici les propos que ça se disait, là, il y a un sens. Si j'ai choisi dans un roman, je parle là comme écrivain, comme poète, de toucher à une ethnie et de faire en sorte de faire une fausse représentation ou d'un abus de représentation ou d'une omission de représentation de ces groupes ethniques-là, là, c'est un problème et ça peut dépasser les mots. Donc, en même temps que j'ai dit le mot feu ne brûle pas, mais il y a le feu qu'on doit traiter. Il y a le mot, il y a le feu. Donc, il y a le mot, il y a la réalité. Barthélemy Bolivar partage aussi un point très important. On ne va pas aborder un même sujet de la même manière au niveau primaire, au secondaire ou bien à l'université avec des étudiants qui se dirigent vers l'enseignement de contenu interculturel, par exemple. On va adapter la manière d'aborder des sujets comme l'esclavage à la salle de classe, au niveau et à la capacité des élèves de prendre du recul.
Et puis aussi, on peut aborder certaines thématiques en profondeur sans pour autant utiliser certains mots comme il l'explique. Disons que je suis en salle de classe de français. Je ne suis pas obligé d'utiliser un texte qui, à chaque 4 pages, utilise le mot en N juste parce que ça a été écrit. Écoutez, si tout ce qui est écrit est vérité d'évangile, mais il y a bien des livres qu'on doit lire qu'on ne devrait même pas lire, mais on devrait lire ce que Hitler écrit, on devrait... Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une sanction sociale de certaines choses pour ne pas les perpétuer. Par contre, si c'est un livre dont l'esprit, c'était juste d'établir certains faits et qui est assez neutre, il faut aller cas par cas. Alors là, ça devient un peu différent parce qu'il y a un contexte, on peut aller voir. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on peut toujours dire le mot « haine » sans citer tout le mot. On peut sauter un paragraphe. On peut sauter un chapitre. Il y a toute une façon de le contourner. Et déjà, dans le syllabus de cours, on peut dire, on va utiliser tel matériel. Si jamais vous avez un problème avec ça, venez nous le dire et on va l'éviter, etc. Mais il faut être proactif. Ce n'est pas à nous de demander déjà aux élèves est-ce que ça peut les offenser. Si on sait qu'il y a un historique d'offense par rapport aux mots, comme adulte éclairé et comme professionnel, d'accord, averti, on se devrait de faire un travail de dire que, mais écoutez, mon texte a telle chose, je vais l'éviter d'abord avant même que ça pose un problème. Maryse Potvin est professeure de sociologie à l'Université du Québec à Montréal et co-titulaire de la chaire France-Québec sur les enjeux de la liberté d'expression. Depuis plus de 30 ans, elle travaille sur les questions liées au racisme. Le fait de dire mot en haine aujourd'hui, est-ce que ça fait plus exister l'autre mot? On sait tous que ça réfère à l'autre mot, donc pourquoi ne pas le dire finalement? Mais ça dépend du contexte, toute une question de contexte, parce que c'est pas toujours une insulte de l'utiliser. Par exemple, si je parle du mouvement de la négritude d'Aimé Césaire dans un cours à l'université pour parler de la littérature noire, les œuvres noires, des Noirs, les écrits militants, ou bon, etc. Le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, Black Panthers, etc. Si j'en parle dans ce sens-là pour expliquer c'est quoi le mouvement de la négritude, je suis obligée d'utiliser le mouvement de négritude. Donc, le mot, il est déjà dans le truc, premièrement. Puis deuxièmement, on le dit aussi, il y a juste un mot en français, puis il n'y a pas 2 mots en français. C'est le même mot. Autant pour quand c'est une insulte, donc une intentionnalité de blesser quelqu'un, que quand c'est pour en parler de façon historique, par exemple, ou de façon en sociologie, dans un cours de sociologie, par exemple, ou de sciences politiques, pour parler des mouvements sociaux ou parler du processus dont je parlais tantôt, dont la prof lieutenant Duval parlait à l'Université d'Ottawa, c'est-à-dire un processus de réassignation, de réappropriation identitaire d'un stigmate. Parce que le mot a été construit dans un contexte d'esclavage par le groupe dominant, par le dominant pour dominer les esclaves. Donc, ça a été une construction imposée, donc une identité imposée par la domination. Mais cette identité-là a été réinvestie pour le transformer puis inverser le stigmate, en fait. Inverser ce processus de domination-là pour dire, ben, Black is beautiful, bon, toute la réassignation identitaire. Il y a eu aussi une polémique autour d'un autre texte du 19e siècle dans un cours de littérature, c'était le mot sauvage. Est-ce qu'il faut dire le mot en S? Quand on parle d'une œuvre qui a été écrite au 19e siècle dans un cours de littérature, par exemple, c'était un cours de littérature à Concordia, je pense, ou à McGill, je ne me souviens plus, de littérature québécoise du 19e siècle ou littérature française du 19e. Bon, le mot existe dans l'œuvre elle-même. On peut le contester aujourd'hui parce qu'on est dans un autre contexte socio-historique, politique, etc. Mais est-ce qu'on va rayer de l'œuvre, de toutes les œuvres des 1000 dernières années,
tous les mots qui ont pu porter préjudice à des groupes à cause des rapports de pouvoir dans la société, ça commence à être complexe, je trouve. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il faut mieux expliquer qu'est-ce que ça voulait dire dans le contexte de l'époque, puis d'en débattre, justement, au lieu de commencer à censurer des œuvres il y a 500 ans ou il y a 1000 ans, on s'en sortira pas, là. Comment créer un vrai dialogue? Ben, c'est en se penchant justement sur les processus sociologiques, comment les rapports de pouvoir se construisent dans la société, comment, et cetera, et cetera. Tu sais, comment ces rapports-là, finalement, on le voit dans la police, on le voit dans le logement, et cetera, et cetera. Puis on le voit dans la psychologie des personnes, parce que les personnes se sentent affectées par ces questions-là, mais ils sont pas réduits non plus à cette question-là non plus, tu sais. Une personne, noire qui se dit sensible parce qu'il y a le mot en haine qui est utilisé, est pas juste réduite à ça. Elle est aussi autre chose. Et c'est aussi peut-être l'école doit laisser la possibilité aux jeunes de dire aussi qu'est-ce qu'ils sont d'autres et pas juste une victime historique du racisme parce que le mot en haine a existé à l'époque de l'esclavage. Il y a un chemin à faire aussi pour aller plus loin. Puis le chemin, il est collectif, il est pas, tu sais, il est collectif entre personnes noires, mais aussi collectif dans la société plus large. Puis c'est là-dessus qu'il faut miser. Puis il faut donner des outils aux enseignants pour qu'ils aillent plus loin dans l'écoute de la voix des jeunes pour que ça reste pas à un niveau de victime, tout le monde se sent victime de l'autre, etc., etc. Il faut qu'on sorte de cette dynamique-là. Donc, c'est ça qu'il faut comme outil, empêcher qu'on entre dans ces dynamiques-là. Puis l'école n'a pas fait son travail parce qu'ils n'ont pas, au lieu de s'enfermer dans le silence, ils auraient dû ouvrir le dialogue, mais avec des gens qui donnent des outils, peut-être inviter des gens de l'externe, faire parler les jeunes, donner la possibilité aux jeunes d'avoir un espace pour en parler, mais pas de façon trop victimaire. C'est-à-dire, oui, tu peux dire je suis victime de racisme dans la société, mais quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que c'est là que faut donner suite à ça pour que les gens se sentent bien. La personne noire comme la personne blanche, il faut qu'ils se sentent bien, puis il faut qu'ils travaillent ensemble. Tu sais, c'est ça le but de l'école, en fait, à mon avis. Donc, il faut sortir, là, il faut comme amener le monde plus loin que dans l'autocensure, la loi du silence, puis la victimisation mutuelle, puis l'accusation mutuelle. Et puis, il faut sortir de cette dynamique-là, en fait. Il y a donc la salle de classe comme espace de dialogue, mais également comme espace de savoir. Est-ce que les curriculums sont pensés pour outiller les élèves dans la lutte antiraciste? Pas sûr. Pour en savoir plus, nous avons parlé avec Joël Tétrault, professeur des perspectives autochtones. C'est un acteur de changement dans le domaine de l'éducation au Manitoba qui aspire à décoloniser les curriculums scolaires. Tous les curriculums ont été écrits en fonction des besoins de l'État de colonisation, de peuplement. Settler colonialism, comme on dit en anglais. Ça veut dire que tous les curriculums ont été écrits avec un point de vue surtout eurocentrique, moi je dirais blanche, et c'était en fonction de perpétuer le système de colonisation qui est encore en cours ici au Canada. Alors, soit explicitement ou implicitement, tous les curriculums visent à perpétuer ce système-là. Alors, comme enseignant qui veut décoloniser, il faut regarder à ces curriculums-là et de les regarder de d'autres perspectives. Souvent, c'est une question d'omission en ce moment. Qu'est-ce qu'on n'enseigne pas ou qu'est-ce qu'on décide de mettre de côté lorsqu'on enseigne dans la salle de classe? Je donne un exemple concret. En histoire, on enseignait la colonisation, puis on enseignait le commerce triangulaire. Okay? On parlait les marchandises partaient de l'Europe. Puis là, ça allait en Afrique. Mais on ne disait pas vraiment qu'est-ce que les gens faisaient en Afrique. Puis là, on s'en va dans les Caraïbes. Oh, on échange des choses. Puis là, on rapporte des ressources naturelles en Europe. Mais on ne mentionnait jamais qu'est-ce qu'on rapportait d'Afrique en Amérique du Nord. Vraiment, de mes 12 années à l'école, je ne me rappelle pas d'une seule année où on a pris le temps de parler de l'histoire des Noirs au Canada. Et vraiment,
avec beaucoup d'importance parler de l'impact qu'ils ont eu dans ce pays-ci et comment systémiquement tout ce qu'ils ont dû subir les affecte maintenant aujourd'hui. Et puis, si d'abord on n'a même pas cette éducation et on n'a pas ces conversations de différences culturelles, de diversité, ces conversations de différences de racisme, ça crée de l'ignorance en fait. Pour moi, le rôle de l'école est essentiel parce que, veux pas, à la maison, il y a différents niveaux d'éducation chez les parents, il y a différentes valeurs familiales et souvent, pour moi, personnellement, ce que l'école a joué, ça a été de me donner les outils d'avoir un esprit critique puis de questionner tout. Et je pense, fondamentalement, c'est ça vraiment, là, c'est donner les outils aux élèves de questionner la société dans laquelle ils vivent, de voir comment ils en profitent de ce système-là ou comment que le système est à leur détriment et d'essayer de changer ce système-là. Puis je pense que où ce que ça commence, c'est à l'école. Il faut avoir un regard critique. Donc, ouvrir au dialogue critique. On peut critiquer des phénomènes de société, on peut critiquer le mot en haine, etc. Mais il faut justifier, essayer d'avoir des justifications plus scientifiques parfois pour dire, parce que, donc, il faut qu'il y ait des règles communes. Donc, dans une classe, souvent, les profs vont dire, on dialogue autour d'un sujet, que ce soit le mot en haine ou un autre, mais on ne s'accuse pas mutuellement. Par contre, on peut documenter d'après des lectures, d'après aussi des expériences, mais surtout des recherches, etc. D'amener les jeunes à aller faire des recherches, à aller chercher des travaux, des textes qui ont été écrits là-dessus, etc. De plus en plus, comme enseignant, c'est important d'instaurer chez les élèves cet esprit critique-là pour qu'ils puissent voir... je compare ça un peu... La Matrice, le film La Matrice, je pense un peu comme les enseignants, c'est eux là, qui offrent. Ils peuvent offrir cette pile-là on peut voir les systèmes derrière tout et les décisions. Et je pense que pour moi, c'est ça l'éducation. Je ne veux pas trop rentrer dans l'histoire de l'éducation, mais en général, c'est ça, les systèmes publics, les systèmes d'éducation publique étaient à la base, ils ont été fondés pour recréer puis garder certains systèmes, garder certains gens dans le pouvoir, etc., etc. Mais je pense que là, maintenant, je pense que le système d'éducation, justement, on essaie de l'actualiser pour que ça devienne un agent de changement. Et je pense que c'est ça, les sciences humaines. On parle souvent, dans mon rôle, on parle souvent de réconciliation. Puis il y a un auteur qui s'appelle Arthur Manuel qui dit « La réconciliation, c'est pas simplement se dire excuser, puis ça passe d'abord et avant tout par l'action. Puis la grande action qu'on peut faire pour vraiment atteindre la réconciliation, c'est changer les systèmes qui mettent les gens au dépourvu, qui créent des déséquilibres, qui créent des situations comme à Saint-Boniface que j'adore. Mais à Saint-Boniface, on a des maisons de 3000, 4000 pieds carrés dans certaines régions. Puis dans d'autres régions, tu as des personnes qui sont sans abri et doivent s'abriter proches dans des cachots ou dans des arrêts d'autobus. Comment, dans une société, est-ce qu'on peut, à moins 40, où est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont chauffés, qui sont vides, mais que des gens qui doivent coucher dehors à moins 40, pour moi, c'est incompréhensible. Puis je pense que dans le passé, l'école a été utilisée pour justifier ce déséquilibre-là. Puis je pense que l'école peut être utilisée pour justement donner outils les élèves pour qu'ils regardent à ces situations-là puis dire c'est pas acceptable, ça. Et pour moi, c'est ça, les sciences humaines. On a mis en place des systèmes, des lois pour déhumaniser certaines personnes pour que d'autres personnes gardent le pouvoir. Alors, on a créé des systèmes comme le racisme. On a créé des systèmes comme la loi sur les Indiens. On a créé des systèmes comme le capitalisme, où ce qu'on convainc les gens avec des qu'il y a des choses qui sont inévitables. Et une des choses qui sont inévitables, c'est l'iniquité. Et je pense que l'école, pour longtemps, a souvent contribué de perpétuer ces systèmes-là. Et je pense que, tant qu'à moi, l'école peut être utilisée pour défaire cette notion-là d'inévitabilité.
Alors, comment fait-on pour décoloniser les curriculums et l'école? Comment fait-on pour changer nos systèmes d'éducation? Pour Joël Tétrault, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre et à défaire, mais il reste optimiste. J'ai appris un proverbe africain qui dit « Comment qu'on mange un éléphant, c'est une bouchée à la fois », n'est-ce pas? Alors, des fois, oui, si on pense au grand portrait, ça peut être surchargeant, ça peut être stressant, ça peut dire « Oh, ça, c'est un gros projet », mais tu fais ça une journée à la fois. Il y a une autre facette dans ça, c'est d'essayer de mettre en place ce qu'on appelle l'approche à deux perspectives. Ça veut dire de regarder chaque chose avec une perspective coloniale et l'autre de regarder avec une perspective autochtone. Et de regarder tous les curriculums à base de ces différentes perspectives-là aussi. Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a une grande tendance en éducation, c'est de comprendre les traités avec les Premières Nations. Puis souvent, on va regarder ces traités-là à travers d'une vision non autochtone, une vision coloniale. Alors, ce que je vous recommande, c'est un livre de Arthur Manuel qui s'appelle Unsettling Canada, qui parle des traités du point de vue des Premières Nations. Puis ça, vous allez voir que les traités, qui sont des documents légaux, les traités, premièrement, ne disent pas que les Premières Nations n'ont jamais cédé la terre. C'est des accords de partage de terre et de ressources égales 50-50. Et que si ces traités-là ne sont pas respectés, les Premières Nations n'ont jamais lâché leur souveraineté. C'est encore des peuples souverains. Alors, si ces traités-là ne sont pas respectés, selon Arthur Manuel, à la Cour internationale, les Premières Nations pourraient dire on veut dissoudre nos traités avec le Canada, puis on veut négocier ces traités-là avec d'autres pays autour du monde. Et ça, c'est une chose, et je suis convaincu, puis Arthur Manuel l'est aussi, une des raisons pourquoi on ne veut pas enseigner les traités de cette perspective-là, c'est que ça peut causer une panique, mais c'est la réalité. Je veux dire, c'est qu'on a peur de certaines vérités, parce que ça peut bouleverser nos valeurs, mais je pense qu'on ne devrait jamais avoir peur de la vérité. L'autre grand mythe qu'on a souvent perpétué à l'école, c'est cette idée de progrès. Que l'histoire, que tout est linéaire et tout va toujours dans le progrès. Si tu regardes l'histoire d'une perspective autochtone, l'histoire est cyclique. Alors oui, le contexte change, mais les valeurs humaines et les valeurs qui entourent la société ne changent pas. Alors, je pense, ça c'est des mythes, ça c'est une des choses que j'essaie de défaire, c'est certains mythes de la société, comme les systèmes comme le racisme, que le capitalisme est inévitable. Non, le capitalisme n'est pas inévitable. Que la colonisation, c'est inévitable. Que la pauvreté est inévitable. Ça, c'est des choses qui sont des mythes. Puis je pense un des buts de l'éducation, c'est de démystifier ces choses-là. Alors, pour moi, c'est ça. C'est un peu ça qu'on doit faire, c'est défaire les mythes du passé. Et puis je pense que ça, c'est une des autres choses. Un des lacunes du système d'éducation, c'est que on ne fait pas confiance aux enfants de comprendre des concepts qui sont faciles à comprendre. Les élèves, les enfants comprennent la justice, comprennent l'équité, comprennent le partage, comprennent toutes ces valeurs-là. Je pense que c'est important qu'on leur fasse confiance. Puis ça, c'est une des autres choses que j'essaie de changer, c'est faites confiance aux jeunes. Souvent, ils sont plus intelligents que les adultes. Merci aux intervenants de cet épisode. Axel Houlet, Maryse Potvin, Joël Tétrault et Barthélémy Bolivar. À voix haute est une série balado de la Liberté réalisée en partenariat avec Wilji Sagossa et Noir et Fier. Nous remercions la Fondation canadienne des relations raciales pour son soutien grâce au financement accordé par le gouvernement du Canada ainsi que la Société de la francophonie manitobaine. Écriture, entrevue et voix off, Morgane Lemay et Wilji Sagossa. Enregistrement, Mehdi Bérédad, Alicia Régnier et Martha Guerrero. Montage, Alicia Régnier et Mehdi Bérédad. Gestionnaire de projet, Fanny Demeuzy. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Gaulin. Merci au comité de direction du projet, le Conseil jeunesse provincial, la Société de la francophonie manitobaine,
l'accueil francophone, le Centre de santé Saint-Boniface et l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Retrouvez tous les épisodes de À voix haute sur la-liberté.ca. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. La liberté.